Alors, avant de répondre à la question le BRF est-il un régénérateur de sol, il va falloir auparavant déterminer ce qu'est le BRF, car c'est un acronyme qui a été largement galvaudé depuis de nombreuses années, et donc pour une majeure partie des jardiniers, le BRF est devenu un mot commun qui désigne un simple broyat de bois. Pour les plus avertis qui ont lu des articles ou des blogs ou encore qui ont vu deux trois vidéos YouTube sur le sujet, ils auront compris que c'est un broyat qui se fait avec le bois de l'année, ces petites branches encore jeunes et souples qu'on appelle aussi les rameaux, d'où le nom d'ailleurs BRF pour bois raméal fragmenté. Tout ça pour dire que tout le monde voit en gros de quoi on parle quand on mentionne les lettres BRF, mais pourtant personne ne fait ni n'utilise vraiment de BRF. Car comme je l'ai précisé dans le titre entre parenthèses, le vrai BRF est à l'origine une technique et une méthode bien précise pour obtenir un broyat qui possède tous les ingrédients permettant de remettre de la vie et de la richesse dans un sol pauvre, fatigué ou mort, et il peut même en améliorer la structure, mais au fur et à mesure du temps, la recette pour faire et utiliser le BRF a été transformée, modifiée et simplifiée. Et aujourd'hui, le produit final tel que nous le présentent les blogueurs ou les youtubeurs jardin potager n'a plus grand chose à voir avec les bases originelles. Donc dans cette vidéo, je vais justement vous rappeler les critères de fabrication et d'utilisation pour produire du vrai BRF et exploiter tout le potentiel de ce broyat. Mais pour cela, il va falloir faire un petit retour dans le temps et revenir en 2008. À l'époque, j'habite un premier étage et je cultive sur une terrasse de 30 mètres carrés, soit en jardinière, soit en bac ou en pot rempli exclusivement de terreau, car c'est le substrat le moins lourd et quand on doit monter une vingtaine de marches, c'est le choix le plus judicieux. Malheureusement, je devais changer ce terreau tous les ans, car il perdait toutes ses qualités et sa valeur nutritive rapidement. Alors j'ai commencé, comme un bon naïf que j'étais, à chercher sur internet s'il existait un produit ou autre chose pour régénérer ce terreau vidé de ses substances. Ça peut paraître un peu saugrenu comme idée, mais je m'étais appuyé sur le peu de connaissances que j'avais sur les amendements, et au détour d'une page de résultats de mon navigateur, entre l'amendement minéral à la bentonite pour rendre mon terreau un peu plus consistant et l'amendement organique au compost qui n'entrait pas vraiment dans mes critères, toujours à cause du poids et de la charge de travail pour monter au premier étage, je tombe sur une page qui parle d'un amendement nouvellement introduit en France et qui s'appelle le BRF. Une des premières infos que j'obtiens, c'est qu'un certain professeur de l'Université de Laval au Québec, du nom de Gilles Lemieux, a cherché depuis le début des années 80 à valoriser les résidus de branches élaguées lors de l'entretien des lignes à haute tension. Son travail sur le BRF durera plusieurs années et avec le GCBR, le groupe de coordination sur les bois raméaux, dont il sera le président, des essais seront faits en Afrique, en Ukraine et dans les Antilles. Le BRF arrivera en Europe par la Belgique, fin des années 90 avec Benoît Noël, un ingénieur agronome, et en France, au début des années 2000, par Jackie Dupetit, un jardinier du Lot. Alors, je n'aurai jamais vraiment l'occasion d'essayer de redonner vie à mon terreau avec du BRF, car étant locataire de mon premier étage, n'ayant pas de jardin, donc pas d'arbres pour en produire, et à cette époque, personne n'en produit autour de chez moi, pas même les élagueurs ou les paysagistes, qui jettent toute leur taille en déchetterie. Je vous rappelle qu'on est en 2008, et à cette époque, très peu d'agriculteurs ou de jardiniers ne savent qu'on peut utiliser un broyat de bois pour enrichir son sol. Ce n'est que bien plus tard que le BRF et autres broyats de bois seront commercialisés devant une demande grandissante. Aujourd'hui, heureusement, on peut toujours s'en procurer pratiquement gratuitement par d'autres moyens. Même si ça se fait rare, il reste encore des élagueurs qui donnent généreusement leur broyat. Il y a les mairies qui achètent un gros broyeur et qui le mutualisent en le louant aux particuliers pour une modique somme à la journée ou à la demi-journée. Les mairies qui font élaguer les arbres de la ville et qui mettent à disposition des concitoyens tout le broyat produit. Et vous aurez remarqué que je dis bien broyat et plus BRF, car il faut bien faire la distinction entre faire un broyat avec n'importe quelle essence de bois, avec n'importe quelle partie de l'arbre et produit à n'importe quelle saison de l'année, et un BRF tel que l'avait défini Gilles Lemieux, l'inventeur du BRF, qui demande d'appliquer une recette bien spécifique pour obtenir un produit qui aura les meilleures propriétés et qui apportera au sol l'effet régénératif que l'on recherche. Alors justement, quelle est cette fameuse recette du BRF qui est si différente d'un broyat quelconque? Plusieurs critères sont à respecter pour faire le meilleur BRF possible.
Tout d'abord, on peut affirmer que toutes les essences d'arbres ne se valent pas pour faire un BRF de qualité. C'est pourquoi il faut privilégier en premier lieu une famille bien particulière d'arbres que sont les feuillus, tels que les bouleaux, châtaigniers, charmes, chênes, érables, frênes, hêtres, et j'en passe. Ce qui sont des arbres à feuillage caduc, ça veut dire qu'ils perdent leurs feuilles en automne dans les régions tempérées comme la nôtre. Les arbres à feuillage persistant comme le chêne vert, le chêne liège ou l'olivier sont plutôt évités, car on le verra plus tard, les feuilles sont un problème et si possible ne doivent pas rentrer dans la production du BRF. Alors, quand je dis que toutes les essences de bois ne se valent pas, je vais m'attarder un peu sur les essences qui ont mauvaise réputation, qui sont souvent, voire toujours dénigrées, comme le noyer, le châtaignier ou le chêne par exemple, et sur lesquelles est dit ou écrit un certain nombre de choses plus ou moins vraies, pour ne pas dire complètement fausses la plupart du temps, et relayées par des sites ou des jardiniers qui se contentent de répéter bêtement sans jamais rien vérifier. Alors, qu'en est-il réellement du noyer et sa soi-disant toxicité due à un composé biochimique qui s'appelle la juglone? Et pour qui cette juglone est-elle toxique? Pour le jardinier, pour les vers de terre, pour les insectes, pour toute la faune du sol? Non, rien de tout ça. Elle serait juste allélopathique, donc elle empêcherait la croissance des plantes qui sont dans son voisinage proche. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une majeure partie du végétal est tolérante à la juglone. Il n'y a que très peu de plantes qui y sont sensibles. Une des premières choses à savoir, c'est que c'est le noyer noir d'Amérique qui a la plus forte concentration de juglone. Et heureusement pour nous, il est pratiquement inexistant sur le territoire français. La seconde chose, c'est que dans un noyer, la juglone se trouve en majorité dans les racines, un peu dans le tronc et un peu dans les feuilles, mais peu ou pas dans les rameaux. Donc non seulement dans nos régions, on a des variétés de noyers qui ne produisent pas beaucoup de juglone, mais en plus, on prélève une partie de l'arbre qui n'en contient pour ainsi dire pas. D'ailleurs, l'agroforesterie sous les noyers se pratique depuis des siècles et des siècles sans aucun problème apparent. Et plus près de nous, on connaît tous des exemples. Pour ceux qui regardent les vidéos YouTube, vous avez Benoît de la ferme de Cagnols qui cultive une partie de ses légumes au milieu d'une noyeraie qu'il a lui-même plantée. Et il me semble qu'il a des récoltes tout à fait honorables. Maintenant, pour les chênes et les châtaigniers, qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est un secret pour personne, ces arbres produisent des tanins, et ce sont ces tanins qui sont décriés, accusés de créer des blocages dans le sol ou d'être inhibiteurs du développement des autres végétaux, mais en fait, rien de tout ça n'a été réellement prouvé. En revanche, une chose a été prouvée, c'est que les tanins éliminent un poison bien identifié depuis quelques années dans les sols plutôt acides, et ce poison, c'est l'aluminium. Il peut faire des ravages chez les plantes car il les empêche de pousser, il est allélopathique. Il a aussi un pouvoir nanifiant, et puis il est surtout connu pour ses dégâts sur le corps humain. Il a des effets très toxiques sur le système nerveux central et sur les tissus osseux. Du coup, les tanins sont des sauveurs, car ils vont ce qu'on appelle chélater l'aluminium, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité chimique de le détruire. Et tant qu'on parle des arbres qui ont mauvaise réputation, je ne peux évidemment pas passer sur le cas des résineux qui sont massivement détestés et rejetés par les jardiniers, mais cette fois-ci à plus juste titre, puisque les conifères contiennent des terpènes, un composé organique qu'on trouve dans la résine et qui est bactéricide, donc pour le coup, si on met du résineux sur son sol, on risque de tuer la vie microbienne aérobie. Et puis les conifères n'ont pas la même lignine que les feuillus, ce qui produit un humus moins stable, un humus plus archaïque, pour résumer, un humus de moins bonne qualité. Pour finir, on les accuse d'avoir la propriété d'acidifier les sols. Là aussi, il y a une légère confusion. Et encore une fois, il faut bien faire la différence entre le sol où poussent les conifères, qui peut devenir plus ou moins acide, et l'arbre en lui-même, qui ne l'est pas du tout. D'ailleurs, je préfère donner la parole à François Mullet, fondateur de Maraîchage Sol Vivant, qui va vous en dire plus sur ce sujet. Qu'en est-il des broyats que l'on peut avoir par les paysagistes, mais qui contiennent souvent une part non négligeable de végétaux acides? Alors les végétaux acides, je ne crois pas que ça existe en fait. Faites bien des analyses. Non, en fait, il n'y a pas de problème. Si on regarde justement les publications du GCBR, il faut aller les voir, il faut aller les lire. Le GCBR, dans sa première phase de travail dans les années 90, avait travaillé uniquement avec des résineux en fait. Et leurs essais avaient été tout à fait concluants, ça marchait très bien. Et ils n'avaient pas de problème d'acidification des sols en fait. C'est très souvent ça le problème dont on parle, c'est les résineux. Par contre, le GCBR a fini par expliquer, dans sa recette finale du BRF, qu'il ne fallait pas mettre trop de résineux.
Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'en fait, ils ont cherché la meilleure recette du BRF. Et ils ont dit que si vraiment on voulait que ça fonctionne très très bien, il fallait pas trop mettre de résineux. Mais ils n'ont jamais dit que si on mettait des résineux, ça allait tuer le sol, ça allait poser des problèmes, ça allait acidifier à long terme, ça allait faire des problèmes. Non, c'est pas vrai. Mais globalement, si vous avez des mélanges de matières organiques de tout ordre, si dans votre plateforme de compostage, vous avez des gens qui amènent beaucoup de tuyas et que votre mélange il a 50% de tuyas et 50% de feuillus, détendez-vous, ça va très bien se passer. Le plus important, c'est d'avoir des vers de terre. Ils sont capables de minéraliser tout ça, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant qu'on sait quels arbres feront un bon BRF, reste à couper les parties qui nous intéressent, en l'occurrence les rameaux. En gros, un rameau, c'est une jeune branche de l'année qui est encore tendre et flexible, car la lignine n'est pas encore polymérisée. Pour simplifier, ce sont les fibres du bois qui sont encore molles à ce stade. Il est souvent repris dans beaucoup de publications, y compris celles du GCBR, que les rameaux doivent au maximum faire 7 cm de diamètre. En fait, ce critère de sélection nous vient de l'industrie mondiale forestière, qui a convenu qu'une branche de 7 cm de diamètre ou moins n'était pas exploitable. C'est donc traité comme un déchet. Mais attention quand même, car souvent une branche de 7 cm de diamètre n'est déjà plus un rameau, c'est une branche qui a 2 ou 3 ans et qui est déjà bien dure. C'est pourquoi le choix se portera plutôt sur des rameaux de 3 ou 4 cm de diamètre maximum. De toute façon, le critère déterminant reste que la branche soit à peu près flexible. Un arbre a un cycle de vie qui varie selon les saisons. Alors il va falloir respecter la meilleure période pour faire du BRF. Et ce meilleur moment, c'est à l'automne et plus précisément lorsque toutes les feuilles des arbres sont tombées. Alors on ne peut pas donner une date de début et une date de fin au jour près, mais on considère que quand il n'y a plus de feuilles sur l'arbre, c'est un bon signe pour commencer la production de BRF, car l'arbre, pour se préparer à l'hiver, dès que les températures descendent et que la lumière diminue, va arrêter la production de chlorophylle, il va pomper tout ce qu'il reste de bon dans les feuilles, qu'il va rapatrier et stocker dans le rameau, et bien sûr tout ça n'est pas innocent, toute cette concentration de nutriments, tout ce garde-manger qui est déjà sur place dans les rameaux, va servir à alimenter le débourrage des bourgeons au printemps et nourrir les premières feuilles qui elles-mêmes recommenceront à faire de la photosynthèse et la machine se remet en route comme ça chaque printemps. Alors, on n'est pas obligé de faire son BRF dès que les feuilles sont tombées, bien sûr. L'arbre garde en stock tout l'hiver, pendant sa période de repos végétatif, les nutriments dans les rameaux. Donc, il est admis qu'on a jusqu'à février-mars pour le faire, même si je pense qu'il est préférable de le faire le plus tôt possible après la chute des feuilles, pour être sûr qu'il n'y ait aucune déperdition de nutriments. Ça serait sûrement beaucoup de boulot, mais on pourrait couper les rameaux en petits tronçons à l'aide d'une serpe jusqu'à obtenir des morceaux d'une dizaine de centimètres maximum de longueur. Ça ferait très bien l'affaire, mais de nos jours on a un outil beaucoup plus performant qui s'appelle le broyeur de végétaux. Bien sûr, c'est un outil qui consomme de l'énergie, mais pour quelques litres d'essence ou quelques kilowattheures, il fait un travail rapide et efficace. On obtient un broyat avec des morceaux de taille régulière, qui sera facilement transportable et tout aussi facile à épandre de façon homogène au sol. Mais le principal atout du broyage, c'est qu'il crée une plaie dans le bois en le coupant, il met à nu une surface qui sert de porte d'entrée aux champignons pour qu'ils s'attaquent à la lignine, car les champignons ne savent pas pénétrer le bois par l'écorce. Je reviens un instant sur le fait qu'il est préférable de broyer uniquement le bois sans les feuilles, car si on les inclut pendant le broyage, une fois épandus au sol, ce sont les bactéries qui vont proliférer au détriment des champignons. Ça ressemblera plutôt à une forme de compostage classique, et encore une fois, ce n'est pas ce qui est recommandé pour avoir un BRF de qualité. On ne cherche pas une décomposition du bois, mais plutôt une biotransformation. Après le broyage, deux solutions se profilent. On peut choisir la plus courante qui consiste tout simplement à déposer en paillage une mince couche de BRF entre 1 et 3 cm maximum d'épaisseur.
Ou alors on peut choisir de l'incorporer immédiatement dans le sol à une faible profondeur, 5-10 cm maximum, car n'oublions pas que les champignons qui vont attaquer le bois sont aérobies, qu'ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Le problème avec cette deuxième solution, c'est qu'il y a un fort risque de fin d'azote, alors que le risque est relativement faible avec le BRF en paillage. Mais je ferai sans doute une vidéo sur la fin d'azote, ça mérite des explications car on lit tout et n'importe quoi aussi sur ce sujet. On peut aussi faire une combinaison des deux, en épandant le BRF en paillage en décembre par exemple, et en mars-avril, incorporer le BRF sur les premiers centimètres du sol. Au bout de 4-5 mois et avec son faible rapport carbone-azote de 50 environ, le BRF ne sera plus en mesure de créer une fin d'azote. Et puis très important à savoir, une toute dernière règle à respecter, entre le moment où on broie les rameaux et le moment où on met le BRF au sol, il ne doit pas se passer plus de 48 heures. Au-delà, beaucoup des nutriments contenus dans les rameaux se volatiliseront. Gardez bien ce principe en tête, plus la matière broyée est fraîche, plus le BRF est efficace. Allez, je vous fais le récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Pour produire un bon BRF, il faut choisir des arbres feuillus majoritairement, prélever les rameaux de 3-4 cm de diamètre en fin d'automne quand toutes les feuilles sont tombées, broyer et sous 48 heures, épandre ou incorporer le BRF au sol. Je voulais aussi vous donner 2 ou 3 recommandations au sujet du BRF. Si vous voulez en produire, il faudra garder à l'idée que la quantité de rameaux à broyer est énorme, puisque par exemple pour un potager de 100 m², à raison d'1 cm d'épaisseur de BRF en paillage, il en faudra donc 1 m3. Et pour produire 1 m3 de BRF, il faut environ 4 fois cette quantité en rameaux, donc 4 m3. Et pour atteindre un tel cubage, il faut se rendre compte que ce sont des dizaines et des dizaines d'arbres à élaguer. Donc c'est du gros travail et il faut avoir une bonne quantité d'arbres. Maintenant, si vous avez l'intention d'en acheter à un élagueur ou à un paysagiste, malheureusement pour vous, il y a très peu de chances qu'il puisse vous fournir du BRF comme il le prétend dans les annonces, car il ne sera pas en mesure de respecter les critères de production du BRF. Il y aura sans doute pas la bonne proportion de résineux par rapport aux feuillus, il y aura sûrement des vieilles branches et des fois même du bois de tronc broyé avec les rameaux. Il va vous livrer le tout en avril ou en mai, qui n'est pas du tout la bonne période pour faire du BRF. Et peut-être même qu'il l'aura chargé d'un vieux tas de broyat composté depuis plusieurs mois stocké sur son terrain. Enfin, vous avez compris, au final, vous allez plutôt vous retrouver avec un vulgaire broyat qui n'aura aucune des propriétés du BRF. Et du coup, vous n'obtiendrez pas l'effet recherché dans votre sol. Je vous rappelle que le BRF est une véritable bombe pour la terre du potager. C'est un cocktail explosif, c'est une concentration d'excellents nutriments qui apporteront un réel changement à la terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en dépose qu'une petite quantité à la fois, car ça donne un effet coup de fouet, et c'est aussi pour cette raison qu'il est admis qu'un épandage une fois tous les 3 ans suffit. Pas la peine d'en mettre plus, tellement c'est puissant. Et donc, à la question de départ, est-ce que le BRF est un régénérateur de sol? On peut répondre oui sans problème, sans non plus dire que c'est l'unique solution. En tout cas, c'est une méthode naturelle, biologique, plutôt simple à appliquer malgré les critères de fabrication, capable de redonner vie à la terre, de remettre de la vie dans le sol, de le restructurer et d'apporter un humus de qualité. Par conséquent, de garantir une fertilité du sol à long terme. Voilà. Après cette vidéo, vous en saurez largement assez pour faire la distinction entre un simple broyat et du BRF. Et c'est l'essentiel, car beaucoup d'articles ou de vidéos ont tendance à emprunter le mot BRF pour désigner n'importe quel broyat. Alors n'oubliez pas, le BRF est un broyat de bois, mais tous les broyats de bois ne sont pas du BRF. Je vous laisse en description sous la vidéo un petit peu de lecture, une des nombreuses publications du GCBR. Vous pourrez vous apercevoir du boulot que c'est de lire ce genre d'études, surtout que Gilles Lemieux en a écrit des centaines sur le BRF. Je les ai toutes lues sur plusieurs années. Je pense qu'on doit être moins de 10 personnes en France à avoir fait ce travail, mais je le regrette pas car je peux maintenant vous retransmettre tout ce que j'ai appris. La prochaine vidéo, ce sera un dossier complet sur la patate douce, toutes les étapes de la germination jusqu'à la récolte. Alors soyez au rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.